Après les vacances de la Toussaint et la fin de son service militaire, il prend ses fonctions d'instituteur à Bolène. Membre du Parti communiste et militant des jeunesses communistes, il crée un cercle à la Croisière avec notamment Léon Dugas, Henri Sabatier, René Ceston, Maurice Millet, Marguerite Ceston, Gaston Chenivès et Élise Dugas. Au cours des 3 mois qui vont s'écouler, 2 événements vont influer sa carrière et confirmer son aversion pour l'injustice. Une grève générale le 30 novembre 1938, qui fut peu suivie au niveau national, au vu des menaces de sanctions proférées par le gouvernement Daladier. Charles et un autre instituteur font quand même grève, mais sont présents pour garder les enfants. Ils écopent d'une retenue de salaire de 8 jours. En janvier 1939, un camarade de Bolène, Roger Perron, du 28e bataillon des chasseurs alpins, frère de Fernand Perron, militant communiste très actif, décède à l'âge de 20 ans dans un hôpital militaire faute de soins. Charles est chargé par le cercle des jeunes communistes de faire un discours. Ayant accumulé de la rancœur pendant son service militaire et étant révolté par la mort de ce jeune, il prononça un discours violemment antimilitariste où il y fait le procès de l'armée. Ce discours lui a valu un rapport du commissaire de police de Bolène envoyé au préfet, qui restera dans son dossier et un blâme moral de l'inspection d'académie. Ce rapport lui suivra toute sa carrière d'instituteur et aura un impact notamment à l'époque de Vichy. En ce début 1939, il crée un comité de loisirs avec les jeunes du quartier, qui aura pour but d'organiser des distractions et des excursions. Quasiment tous les jeunes y adhèrent, à quelques exceptions près. Il crée même une salle de bal dans un des anciens ateliers de la poterie de son père, où ils se retrouvent tous les dimanches. Ils y vendent aussi l'avant-garde, ils discutent politique et profitent du temps ensemble. Le foyer des jeunes communistes participe aussi aux actions de solidarité envers les réfugiés espagnols et crée des événements pour leur venir en aide. En mars 1939, alors rappelé sous les drapeaux du 27e RTA, où il retrouve ses camarades de service militaire. Il arrive à rentrer régulièrement pour continuer d'animer le comité et organise notamment une sortie au pont du Gard à laquelle il participera. Mais à son retour à la caserne le lundi qui suit, le capitaine le cherche. Il écope de 15 jours de prison pour avoir quitté la caserne sans permission, avoir été habillé en civil et où, au pont du Gard, il aurait pris la parole à la tribune d'une fête communiste. Dénoncé sur une lettre anonyme et mensongère, Charles n'était pas au courant de cette fête et il s'est toujours demandé qui l'avait dénoncé. De 15 jours, sa peine est portée à 1 mois par le commandant, puis 45 jours par le colonel, dont 15 jours de cage. Le tout s'inscrit dans son carnet militaire portant la mention PR, présumé révolutionniste. Malgré l'augmentation de la peine, il arrive à gagner le respect des sergents qui le gardent en discutant avec eux des événements politiques, de la menace que représente Hitler, de la menace de la guerre. Ils lui permettent ainsi de dormir hors de sa cellule infestée de punaises et de rats. Le laisse arriver jusqu'à lui le ravitaillement envoyé par les copains de la Croisière, qui ne l'oublient pas. Ils lui permettent aussi de balayer devant la caserne et n'empêchent pas les jeunes communistes d'Avignon de l'approcher pour lui apporter des nouvelles et discuter avec eux. Mais à la fin de sa peine, le 28 août 1939, on lui rend ses affaires, direction les frontières avec son régiment. De septembre 1939 à novembre 1939, lui et son régiment parcourent 286 km à pied, avec tout le matériel, sans ordre précis et sans comprendre ce qu'il se passe dans un climat épouvantable. Je vous laisse imaginer le Nord en novembre il y a 100 ans. Le 26 septembre 1939, le Parti communiste est interdit. Mais dans son journal de guerre de décembre, Charles écrit « Je suis fermement décidé à assumer, quoi qu'il arrive, mes responsabilités de communiste. » Le 20 janvier 1940, il rentre à Bolène pour la première permission depuis le début du conflit. Il retrouve sa famille, mais tous ses amis sont mobilisés à l'exception de Charles Ramière, qu'il retrouve dans la salle de la pension de sa mère. À la fin de sa permission, il retourne dans le Nord où il retrouve son régiment. Début avril 1940, un capitaine juge d'instruction et son greffier l'informe qu'il est traduit devant le tribunal militaire. Il est accusé au cours de cette permission de janvier d'avoir profité de ce moment afin de créer une organisation de la 3e internationale communiste. Il subit perquisition de son pactage, saisie de toute sa correspondance qui lui permettait de garder le moral. Il est interrogé et mis aux arrêts, avec une correspondance surveillée et censurée. Fin avril 1940, l'instruction est finie. En attendant d'être convoqué devant le tribunal militaire avec Charles Ramière et François Lanique, son oncle, il a droit à une permission et il retourne à Bolène.
Au final, il n'y a jamais eu de procès. L'affaire a fini par un non-lieu. Et cette permission lui sauvera la vie, puisqu'une offensive allemande du 10 mai 40 décime et fait prisonnier tout son régiment. C'est le seul rescapé parmi les Français du bataillon. Il ne l'apprendra qu'en son retour à la caserne, au mois de juin. Le lendemain de cette attaque, il est rappelé au front et prend donc le train à la gare de Bolène pour remonter dans le nord et se diriger vers l'enfer. Enfer qu'il n'oubliera jamais. Voyage cauchemardesque, témoin de scènes atroces et de l'exode de tout un peuple. Sans ordre, ils sont laissés à l'abandon, quand tout le monde fuit. Ils tentent alors, avec un autre paysan de la Palue, rencontré dans le nord, de retourner dans le sud à leur caserne. Après avoir fait un tour de France, ils retrouvent la caserne d'Avignon ce début de mois de juin. Le 28 juillet, il est démobilisé et rentre à la maison. Il est heureux de retrouver sa mère, mais il sent que quelque chose s'est brisé en lui. De retour, au fur et à mesure que les nouvelles arrivent, il apprend que ses cousins et la plupart de ses camarades ont été faits prisonniers. Il retrouve malgré tout son cousin Loulou, qui a dû rester en poste à la SNCF afin d'assurer le service ferroviaire. Fin août 40, il est suspendu de ses fonctions d'instituteur et sa maison est perquisitionnée. C'est au cours de cette même période que commence son histoire avec André. Entre mai et fin août 1940, Charles fait part de ses sentiments à André, et je résumerai cette période par les mots de Charles lui-même, qu'il a inscrits dans sa biographie. J'apprécie son grand cœur, son courage au travail, l'aide morale apportée à ma mère durant mon absence. Je décide d'en faire la compagne de ma vie. Je lui en parle. Elle répond sans hésiter. Elle est pourtant bien consciente que je ne lui offre pas une vie dorée. Instituteur évoqué, surveillé par la police, pouvant être emprisonné du jour au lendemain, il lui faut beaucoup de courage et d'amour. Les familles acceptent, certains avec plus de difficultés que d'autres, et ils se marient le 21 décembre 1940. En octobre 40, il est approché dans les champs de la famille Ramière par Fernand Vigne, dont il n'apprendra l'identité que plus tard, afin de reconstituer clandestinement le Parti communiste. Il a pour consigne d'aller voir un coiffeur d'Avignon, Marcel Miraut, qui distribue des tracts clandestins avec une seule consigne: regrouper les jeunes communistes du canton de Bolène sur la base de groupes de 3, appelés triangles. Les groupes ne doivent pas se connaître entre eux pour des raisons de sécurité. Et c'est sur ces triangles que reposera toute la résistance. André partageant ses idées, il se lance donc dans la lutte et l'organisation de celle-ci. N'ayant pas de quoi dupliquer les tracts, il redescend sur Avignon où on lui confie des tracts qu'il distribuera de nuit avec Loulou et Léon. Le premier triangle de Bolène est ainsi né. 2 autres se créeront par la suite avec des jeunes communistes de Bolène et du canton. Ces fréquents allers-retours sur Avignon feront dire aux mauvaises langues qu'il a une maîtresse. Et selon les propres mots de Charles, j'aime autant cela. C'est à cette époque qu'il prend le nom de guerre d'Oreste. Après leur mariage, il s'installe par la suite à la pension Monnier. Afin de subvenir à leurs besoins, Charles travaillera un coup dans les champs chez des camarades paysans, notamment les ramières et les sabatiers. Il fera des vendanges et il travaillera à l'usine Valuy, d'où il sera renvoyé, car il a tenté un débrayage pour une augmentation de salaire. Pendant ce temps, André aide la mère Monnier à la pension qui possède quelques habitués, dont un monsieur Henri Crespi, qui parfois disparaît, puis revient et paye quand il peut. À la fin de la guerre, ils apprirent qu'il s'agissait d'un dessinateur de l'humanité qui était venu se cacher chez eux et qui a disparu à l'occupation de la France libre par les Allemands. Mais un jour, à son retour des champs, une belle nouvelle l'attend. André est enceinte. Il continue de descendre à Avignon, mais malheureusement, le coiffeur n'est pas le même que d'habitude. Charles interroge prudemment le nouveau coiffeur. Miraut a été arrêté avec d'autres camarades. Les liaisons sont coupées quelques jours, mais vite rétablies, grâce à d'autres. Au printemps 41, André, souvent malade et sa grand-mère ayant besoin de soins, Marie et Charles décident de vendre la pension et de s'installer à la Grange, la ferme Blachère. Marie Monnier s'occupera de la grand-mère et continuera à gérer le bureau de poste.